Bonjour tout le monde, c'est Guy Baillargeon, votre animateur Téléhandicap pour l'émission Attention, je marche. Un autre épisode. Aujourd'hui, nous recevons une chercheure, docteur Elsa Rossignol. Bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour, merci. Et vous êtes neurologue pédiatrique au CHU de Sainte-Justine. Exactement. Donc, moi, j'ai pris tout le temps nécessaire pour lire votre CV, puis regarder toutes les recherches, les prix, les distinctions que vous avez reçues tout au long de votre carrière. Et la trame, pour moi, c'est la passion des enfants et aussi ce désir de changer les choses. Vous êtes aussi professeur agrégé au département de neurosciences et de pédiatrie de l'Université de Montréal, entre autres. Sur quel sujet au juste portent vos recherches là, durant les dernières années au juste? Oui, ben en fait, effectivement, moi, je suis neurologue à Sainte-Justine. Donc, depuis toujours, mon intérêt, ça a été de mieux comprendre les maladies du jeune enfant au niveau, plus particulièrement, les causes de l'épilepsie, puis des troubles du neurodéveloppement, là, donc ce qui inclut l'autisme, la déficience intellectuelle, les troubles cognitifs. Donc, ça a vraiment été toujours le point central de mes travaux. Et donc, plus globalement, ben, je me suis intéressée aux causes, en fait, moléculaires, donc génétiques, des troubles du neurodéveloppement, ce qui, à l'époque, était plus innovant. Maintenant, c'est rendu évident pour tout le monde, mais il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé, c'est vrai que c'était un peu inusité l'idée que des changements génétiques pouvaient causer un tableau de paralysie cérébrale ou d'autisme. Donc, on a été quand même assez dans l'avant-front de ces recherches-là au Québec puis au Canada avec mes Mm. collègues, mes collaborateurs ici à Sainte-Justine. Et puis, en parallèle, bien, mon labo de recherche fondamentale a cherché à développer de meilleurs modèles animaux qui représentent un peu plus les causes qu'on trouvait chez nos patients, en fait, pour mieux comprendre après au niveau des circuits l'impact de ces changements-là pour donner lieu à de l'épilepsie, des troubles cognitifs. Puis éventuellement maintenant, après donc ces 15 dernières années, on a découvert, vous savez, une quinzaine de gènes là, d'épilepsie, de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Puis on a généré plusieurs nouveaux modèles de maladies qui récapitule assez fidèlement des aspects clés de ces maladies-là. Donc maintenant, le laboratoire s'oriente vraiment sur la recherche thérapeutique. Donc, comment, une fois qu'on a mieux compris les mécanismes, comment on peut identifier des nouvelles cibles thérapeutiques et les tester dans nos modèles, puis avec le souhait éventuellement, évidemment, d'apporter de nouveaux traitements vers la clinique. C'est intéressant ce que vous dites, qu'il y a comme un avant puis un après. Si on remonte à peut-être à 2007-2008, est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que la nouvelle, on s'est mis à la recherche de peut-être des nouvelles causes, des nouveaux traitements? J'aimerais ça que vous nous parliez de comment ça se passait avant, puis peut-être à quoi est-ce qu'on attribuait euh, le, le- le, en fait ce, ce, ce- ce dérèglement qu'on appelle l'épilepsie. Mhm. Mais c'est des bonnes questions. C'est sûr que l'épilepsie, en fait, finalement, c'est un symptôme plus qu'une maladie en soi, hein, parce que ça Mhm. représente un symptôme qui peut se retrouver suite à plein de causes. Alors, on dit quand même que près de 50% des patients ont une cause qui est, disons, une insulte ou une lésion au niveau du cerveau. Donc, tant chez l'enfant que chez l'adulte, on peut avoir des accidents vasculaires, une tumeur, un traumatisme crânien, une grosse infection, une méningite qui pourrait mener à des lésions qui vont changer la circuiterie, puis donc induire l'épilepsie. Et donc, précédemment, mais on avait déjà cette idée que près de 50% des patients ont une cause qui est, disons, lésionnelle. Puis les autres patients, mais on disait que c'était idiopathique, dans le sens qu'on ne savait pas, ou cryptogénique quand le tableau était plus sévère. Donc, c'était des termes usuels à l'époque là, qui reflétaient notre
notre difficulté à comprendre les causes. Et puis, c'est là que les Mhm. investigations génétiques ont été vraiment intéressantes, là, parce qu'on a pu dire, ben, chez ces patients où il n'y avait aucune histoire, la grossesse s'était bien déroulée, la naissance a bien été, pas d'évidence d'une malformation ou d'une lésion aux imageries, mais c'est ces Oui. patients-là chez qui, finalement, les trouvailles génétiques ont été vraiment tellement clés pour démontrer, finalement, des changements qui peuvent être subtils, qu'on ne verra pas à une imagerie, parce qu'évidemment, à l'imagerie, on ne voit pas les neurones, hein, on voit les grandes structures, mais on ne voit pas comment les neurones fonctionnent. Donc, un changement dans un canal ionique ou dans un récepteur ou dans un facteur de transcription qui détermine comment les neurones se développent, bien, tout ça, on ne le verra pas à l'œil avec une imagerie, mais c'est là que la génétique, en fait, nous donne des pistes d'information. OK, donc vous êtes, c'est ça, c'est fort intéressant. Je suis content de ma question. C'est fort intéressant parce que vous êtes allé expliquer ce qui n'était pas expliqué puis qui était classé dans les Ah, on le sait pas. Donc C'est vous êtes allé ça. jouer là-dedans, là, puis c'est là que vous avez trouvé, il y avait des nuggets là-dedans, là, il y avait des pépites d'or que vous avez développées, que vous avez trouvées en fait, là. Je vois votre sourire, là, ça doit être Mais ça. oui, mais c'est vrai que ça a été, en fait, c'est un moment qui est assez intéressant pour nous, comme communauté, pour les patients aussi, puis pour toute la communauté médicale, ces nouvelles avenues là, qui nous ont donné vraiment des pistes assez utiles pour mieux comprendre là, les maladies du jeune enfant. Donc, oui, en effet, ça a été des belles découvertes et des bons moments. Bon moment. Et aussi, vous êtes directrice générale de la clinique RET du CHU de Sainte-Justine. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette clinique multidisciplinaire? C'est intéressant, mais en fait, c'est vrai que parmi toutes les causes génétiques des retards de développement puis de l'épilepsie chez l'enfant, Oui. bon, tu sais, on a maintenant plus que 1000 gènes hein, qui sont associés à ces différentes maladies-là. Donc, c'est vraiment très, très polymorphe. Hmm. Mais il y a certaines conditions qui sont un peu plus fréquentes. Donc, ça reste des maladies rares, monogéniques, mais c'est un peu plus fréquent. Donc, le syndrome de Rett, c'est une de ces conditions qui sont dues à donc, dans le cas précisément du syndrome de Rett, des mutations dans le gène qui s'appelle MECP2, donc qui contrôle la transcription puis le contrôle, disons, de l'expression génique là, au niveau des cellules, des neurones. Et puis, donc, c'est majoritairement, c'est un gène qui est lié au chromosome X, donc la maladie touche majoritairement des filles. Oui. Et donc, bon, j'avais déjà quelques patientes dans ma clinique de neurologie générale, mais qui étaient suivies à travers d'autres cliniques avec d'autres problématiques. Mais dans les années, c'est ça, le 2000, il y a eu donc des découvertes aux États-Unis, puis en Europe, de laboratoires qui ont initialement trouvé le gène et puis ensuite développé des modèles animaux et démontré qu'on pouvait renverser une partie du phénotype clinique avec des thérapies géniques chez l'animal. Donc ça, pour moi, ça a vraiment sonné une cloche. Je me suis dit, ben, c'est l'avenir. Puis parmi toutes les maladies qu'on étudie, ça serait peut-être une maladie où on aurait suffisamment de patients pour pouvoir intéresser des compagnies pharmaceutiques, puis éventuellement arriver vers une thérapie du même type que ce qui avait été testé chez les modèles animaux. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de créer une clinique pour cibler les patientes avec cette maladie-là pour mieux comprendre l'évolution de la maladie, mais aussi pour bien identifier nos patientes en espérant ouvrir cette clinique-là à l'ensemble de la population au Québec. Euh, Puis essayer d'uniformiser aussi notre prise en charge parce que c'est une maladie complexe, c'est une maladie qui touche le cerveau, mais qui touche aussi d'autres organes. Donc, c'est des patientes qui ont souvent des atteintes au niveau osseux, des fragilités, des fractures au niveau osseux, des risques aussi au niveau cardiaque, des difficultés au niveau digestif, des troubles du sommeil. Donc, c'est vraiment très complexe comme maladie. Donc, on s'est aperçu qu'il serait plus utile d'être accompagné pour bien suivre nos patients. Donc, on s'est rassemblé, en fait, un groupe de cliniciens et d'autres personnels. Donc, on a une infirmière pivot qui nous aide vraiment. Donc, Judith a bien coordonné la clinique. On a l'aide également là, d'une nutritionniste. C'est des problèmes clés dans cette maladie-là. La nutrition est toujours très Ah, problématique.
Donc, on OK. a Stéphanie, Benoît, notre nutritionniste qui nous accompagne. Puis, donc moi, je suis la neurologue sur la clinique, mais j'ai une collègue pédiatre qui se spécialise dans les troubles du sommeil, docteur Bellumeur. J'ai une collègue qui se spécialise dans les maladies osseuses, docteur Allos. Et une collègue aussi en physiatrie pour le positionnement, docteur Dubinska. Donc, on voit les patients de façon concertée. Environ 6 à 12 mois selon les besoins. Et puis, les patientes vont venir cette journée-là voir tous les spécialistes. Puis, on a accès aux plateformes aussi d'imagerie, aux EEG, aux ECG pour les patientes qui en ont besoin. Donc, ça nous permet de cibler notre intervention puis de discuter entre nous aussi pour vraiment arrimer nos interventions, que ça soit le plus pertinent pour nos patientes. Et de proposer un protocole. Donc voilà. Et puis, ben, c'est sûr qu'avec tout ça, l'idée aussi était de favoriser peut-être l'accès pour nos patientes à des thérapies innovantes, des projets de recherche multicentriques. Donc, c'est vrai que notre équipe a été intéressée très tôt par différents protocoles là, qui étaient en cours. Mhm. Cette année, au Canada, il y a eu une première médication qui a été approuvée pour le syndrome de Rett qui s'appelle la trofinétide, donc le Début, qui avait été approuvé aux États-Unis il y a quelques années. Nous, on n'a pas fait partie de ce projet-là pour différentes raisons au moment de la mise en place du projet ailleurs au Canada. Par contre, depuis, ben, il y a d'autres projets là, qui ont vu le jour aussi. Donc, il y a des thérapies géniques qui existent maintenant pour essayer de réexprimer une forme plus courte du gène, qui est un très gros gène. Donc, on fait partie, en fait, on pilote un projet de thérapie génique avec la compagnie qui s'appelle Tesha. Et donc, les résultats de ces avancées-là sont, disons, publicisés progressivement par la compagnie, mais le projet avance bien. Puis, il y a des sites maintenant aussi aux États-Unis là, qui sont impliqués. Et donc, Oui. on suit avec attention l'évolution de nos patientes et des résultats qui vont être rendus publics. Voilà. Je trouve ça fort intéressant. J'ai lu, est-ce que le chiffre est exact? Ça, je ne le sais pas, que l'épilepsie euh, touche à travers le monde, j'ai lu 50 millions de personnes. Ça fait du monde, ça. Est-ce que le Ben, on chiffre dit, est bon? ouais. Je ne le sais pas. Ben, 50 millions, c'est vraiment, ça a une image pour moi de. Ouais. C'est une grosse foule. C'est sûr que, tu sais, on dit que l'épilepsie touche 1% de la population active en général. Donc, Et et c'est des un peu centaines plus que de ça. milliers de patients au Canada également. Donc, en effet, c'est une maladie qui est fréquente. Et puis, chez le jeune enfant, ben, le taux est peut-être un peu plus élevé. Donc, si on Hmm? considère la population générale, ça reste quand même autour de 1%. Donc, oui, c'est une maladie qui est fréquente malgré tout, hein, bien qu'elle Oui, soit moins publicisée, il y a toujours une espèce de tabou autour de cette maladie-là. Donc, les gens souvent vont être plus discrets lorsqu'ils présentent cette maladie-là. Donc, on en oui, parle moins dans les médias, mais c'est une maladie qui a des conséquences importantes pour la vie des gens et leur autonomie. En effet, on essaie d'en parler plus aussi pour favoriser le financement de la recherche et des ressources pour les patients. En effet. Mm. tout à fait. Puis aussi, ben, on a la personne qui souffre de ça, mais on a aussi son entourage, surtout. Exactement. On parle, vous êtes en pédiatrie, donc les jeunes enfants, c'est sûr, bon, ils ont la famille autour et la famille est impactée parce que, exemple, si j'avais un enfant qui souffrait de ça, je serais souvent inquiet de lorsqu'il n'est pas à ma vue. Est-ce qu'il est en train peut-être de développer une crise? Est-ce qu'il est en train d'avoir les symptômes? Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça doit créer un facteur de stress. Puis je ne veux pas trop embarquer là-dedans, mais j'ai cette image aussi qu'il y a du collatéral aussi, là, comme il y a des dommages collatéraux. Dommages. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, je pense que l'excellent travail que vous, vos équipes, vous faites, ben, c'est pour éventuellement aussi mettre un baume sur ces familles-là, sur ces parents-là. Tu sais, Mm.
les Mais je suis apaiser. d'accord avec ce que vous dites, hein. C'est une maladie qui est assez terrifiante, en fait, hein. Oui. Puis, souvent, au début de la maladie, il n'est pas rare que les parents nous rapportent là, qu'ils pensaient que leur enfant était en train de mourir, hein. Les premières Mhm, ben crises oui, ben d'épilepsie, oui. c'est... puis, pour être très honnête, même pour nous comme cliniciens qui en voyons sur vidéo, quand on les voit en personne, c'est impressionnant, une crise d'épilepsie. Alors, c'est effectivement une maladie qui est très... qui a beaucoup d'impact pour la famille, les proches aidants. Et puis oui, on essaie du mieux qu'on peut de soutenir ces familles-là avec les services psychosociaux, les travailleurs sociaux, mais réellement, c'est les familles qui font l'ensemble du travail et je tire mon chapeau à ces parents qui sont au quotidien aux prises avec le traitement aussi de cette maladie qui implique souvent plusieurs médications qu'on doit donner à des heures fixes, l'inquiétude de la prochaine récidive Oui. et l'accompagnement de l'enfant. Ça a des impacts à l'école, ça a des impacts dans le transport scolaire. Donc, souvent, on doit avoir des précautions pour assurer qu'il n'y ait pas, s'il y a une crise, ben, qu'on soit en mesure d'intervenir au moment de la crise. Donc, c'est en effet une maladie qui a beaucoup d'impact et qui a des impacts aussi collatéraux, comme vous le dites, sur le développement cognitif. Donc, quand l'épilepsie est mal contrôlée, on a des impacts au niveau de l'attention, du comportement chez l'enfant, du sommeil aussi, qui est souvent perturbé. Et nos médicaments qui visent à diminuer la fréquence des crises ou leur sévérité ont aussi des impacts au niveau cognitif, behavioraux. Donc, on a souvent des effets secondaires, plus d'inattention, plus d'impulsivité qui compliquent le quotidien de ces enfants et de ces familles-là. Tout à fait, tout à fait. Et comment vous entrevoyez les années à venir au niveau de la recherche et développement, des travaux que vous faites, là? Comment vous voyez ça dans un horizon peut-être de, est-ce que 5 ans, c'est trop court? Je ne sais trop. Je vous laisse la question ouverte. Oui, ben c'est intéressant. C'est sûr que comme chercheur, on souhaite avoir un impact et puis en même temps, on reste très réaliste, hein. La transition entre la recherche puis la clinique est un processus long. Souvent de dizaines d'années, quinzaines d'années. Donc, je pense que les travaux, puis bon, il y a quand même un intérêt qui est assez vigoureux à travers la communauté scientifique pour les maladies du neurodéveloppement, puis plus de financement. Ça ouvre quand même des portes. Il y a énormément de labos qui travaillent activement à développer de nouvelles thérapies. Et puis même les compagnies pharmaceutiques aussi ont de plus en plus d'intérêt pour les maladies rares. Et ça ouvre la porte pour Mhm, certains patients, certaines familles. Donc, je garde quand même espoir que l'ensemble de cette masse de chercheurs, de cliniciens qui travaillent activement à trouver des meilleures solutions, ça arrive vers une traduction clinique dans les prochaines années. Pour certaines maladies, on a de plus en plus de médecine personnalisée qui existent, donc soit des molécules, des petites molécules qui étaient déjà approuvées pour d'autres maladies, mais on voit qu'il y a un impact clé qui améliore significativement les symptômes ou l'épilepsie pour certaines rares maladies, mais la majorité des maladies, on est encore loin de traitement ciblé. Mais merci d'avoir posé la question sur notre travail dans le syndrome de Rett parce que c'est une condition développementale où, à l'époque, on n'imaginait pas qu'une thérapie génique pouvait renverser des symptômes mhm, cliniques. Et donc, c'est une preuve, en fait, de concept que ça pourra aussi s'appliquer à d'autres maladies génétiques. Et puis, donc, je pense qu'il y a quand même un espoir. Il y a vraiment des initiatives localement aussi à Montréal, au CHU Sainte-Justine et puis dans d'autres institutions pour essayer de développer justement la médecine personnalisée pour des maladies ultra rares où peut-être les grandes compagnies ne seront pas intéressées à investir, mais où on a une certaine expertise localement et la capacité peut-être à développer des thérapies géniques qui vont être éventuellement développées ici pour nos patients. Donc, pour un, deux, cinq patients. Donc, c'est un peu le rêve. Et je pense que notre chef du centre de recherche, c'est Jacques Michaud, est assez visionnaire dans cette initiative-là et soutient beaucoup ce genre de développement-là. Donc, je garde espoir que ce qu'on fait aura un impact et ce que d'autres
font aussi à travers le monde. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux aussi, l'avantage maintenant, c'est d'avoir des fondations de parents pour certaines maladies rares où on a une dizaine, une quinzaine de patients à travers le monde, mais ces réseaux-là permettent de facilement rassembler les familles et donner accès justement à des nouvelles thérapies qui pourraient voir le jour, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, mais un patient d'ici pourrait bénéficier d'une thérapie qui est mise au point en Allemagne, là, vous savez. Donc, je pense qu'on arrive là dans la mondialisation aussi de ces thérapies pour les Exact. maladies rares, là. C'est fort intéressant. Comme je dis souvent, ensemble, on va plus loin. Et savez que notre émission, le titre de cette émission sur Téléhandicap, c'est Attention, je marche, parce qu'à la base, c'est l'Association québécoise de paralysie cérébrale et il y a des avancées qui permettent de dire à certains chercheurs, ben, un jour, on va pouvoir avoir la solution à remettre la personne souffrant de paralysie cérébrale à la marche. On va pouvoir lui permettre de marcher à nouveau. Peut-être qu'elle ne l'a jamais fait de sa vie. Alors, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Elsa Rossignol, de nous avoir éclairé puis informé sur l'objet de vos recherches, puis sur l'épilepsie euh, chez les enfants, entre autres. Alors, je vous remercie infiniment. Vous avez été très généreuse et puis vos explications étaient vraiment très, 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 en tout cas, éclairantes. Et puis, je suis Merci. sûr que les gens ils vont écouter jusqu'au bout. Ils vont se régaler de ces informations-là. Ça va permettre à donner de l'espoir à des familles, donner aussi des pistes de solutions à des familles, peut-être à des femmes aussi de consulter la clinique, votre clinique multidisciplinaire du syndrome de Rett. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une très bonne continuation de vos recherches. Et Merci beaucoup. encore une Merci de fois, l'opportunité de vous avoir parlé. Merci pour votre travail. C'est vraiment important. C'est une belle ressource pour nos familles. alors, sur ça, je Bonne vous journée. souhaite à la prochaine et gardez le sourire, tout le monde, et revenez-nous en forme pour une prochaine émission de Attention, je marche sur Téléhandicap. Salut.